Et toi, comment tu t'appelles? Moi, Oui, toi? je m'appelle Cliff. Je suis la doublure de Rick Dalton. Cascadeur? Oui. Quentin Tarantino m'a encore trompé. La première fois que j'ai regardé Il était une fois à Hollywood, j'étais sûr que le personnage principal de ce film était Rick Dalton, interprété par Leonardo DiCaprio. Rick, putain, Dalton. Et son doublure Cliff Booth ne sert que de toile de fond et de complément à ce personnage. Mais je me trompais. Techniquement, Rick Dalton est le personnage principal, mais si on y regarde de plus près, il devient évident que le cœur de cette histoire, c'est Cliff Booth. Écoute, Larousse, j'entrerai quand même. Les filles. Tout d'abord, Quentin Tarantino lui-même a admis dans une interview que le point de départ pour créer le film était précisément l'image d'un cascadeur vivant en marge d'Hollywood. Et ensuite, pour compléter ce personnage, Dalton est apparu, une star dont la carrière est en déclin. Le personnage secondaire est devenu le premier et le principal. Deuxièmement, cela est confirmé par les nombreuses récompenses remportées par Brad Pitt, le Screen Actors Guild Award, le National Board of Review, le Critics' Choice Award, le British Academy of Film and Television Arts, le Golden Globe, et bien sûr son deuxième Oscar. Alors qu'y a-t-il de si particulier dans cette histoire ? Il semble qu'il n'y ait pas eu de grands moments dramatiques dans le jeu de Brad Pitt dans ce film, montrant toute l'étendue de son talent d'acteur. Pourquoi Leonardo DiCaprio, pour son rôle de Rick Dalton, n'a-t-il absolument rien reçu alors que Brad Pitt a remporté pas moins de 6 prix prestigieux ? Les critiques de cinéma ont-ils encore une fois choisi de taquiner DiCaprio ? Ou bien y a-t-il vraiment quelque chose de spécial dans ce rôle ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Tarantino avait besoin d'une bagarre avec Bruce Lee et pourquoi elle est si importante pour lui. Est-il vrai que le légendaire maître méprisait les cascadeurs ? Bruce maltraitait constamment les cascadeurs, les frappant et leur donnant des coups de pied. Comment Estecan est née l'idée de créer ce personnage ? Que symbolise-t-il ? Et quelle personne réelle se cache derrière le personnage de Cliff Booth ? Dans l'histoire, Cliff Booth est un cascadeur. Le meilleur ami est la doublure de l'acteur Rick Dalton. À ma droite se trouve la vedette principale de la série et l'interprète du rôle de Jake Keishel, Rick Dalton. Et à ma gauche, la doublure cascadeur de Rick, Cliff Booth. À la fin des années 60, la carrière de Rick est en déclin, et Cliff devient pour lui non seulement une doublure, mais aussi son chauffeur personnel, son assistant, et pratiquement sa main droite, accomplissant même les tâches les plus banales à la maison, comme réparer l'antenne. Non, je ne me plains pas. J'aime te conduire, m'occuper de la maison et rester chez moi quand tu n'es pas là. En même temps, Booth est un vétéran de guerre doté de compétences de combat impressionnantes, spécialiste du combat au couteau et au corps à corps, ayant tué plus de soldats japonais que n'importe quel autre américain. C'est précisément ces compétences qu'il démontre lors de son combat contre Bruce Lee. Cette scène mérite une analyse séparée et nous y reviendrons un peu plus tard. Cependant, malgré son passé héroïque, dans la vie paisible, Cliff est un homme discret et modeste, vivant avec son chien dans une caravane. Tu n'imagines même pas ce que je t'ai apporté. C'est délicieux. Tu vas devenir fou. Il est absolument loyal envers Rick et l'aide par amitié, pas pour l'argent ou la gloire. Cependant, une rumeur sinistre circule autour de Booth. Il aurait tué sa femme et échappé à la punition. Pourquoi est-il célèbre ? Il a tué sa femme et il s'en est sorti sans être puni. Ce gars-là. Cette ombre ternit sa réputation à Hollywood et pousse certains à l'éviter. Je ne l'aime pas. Dans le film, cette histoire demeure secrète. On ne nous montre qu'un bref flashback sur un bateau où Cliff, un peu ivre, tient un harpon près de sa femme avec qui il se dispute. Quoi ? Tu ne me parles pas ? Tu n'as pas envie de te disputer ? La scène s'arrête alors sur le son des vagues, sans dévoiler le dénouement. Je suis restée toute seule ici, sur cette foutue embarcation. Contrairement à tous les manuels de dramaturgie qui recommandent qu'un personnage suive une certaine trajectoire classique, rencontre un problème, entre en conflit, change à la fin ou résolve une tâche, Cliff Booth ne change pas tout au long du film. Ce n'est pas un hasard si, au tout début du film, Cliff dit «
Tu es un bon ami. Je fais de mon mieux. Et cette même phrase est prononcée à la toute fin du film. Tu es un bon ami, Cliff. Je fais de mon mieux. Et bien sûr, tout cela a été fait tout à fait intentionnellement. Il était une fois à Hollywood est un film sur toute une époque du cinéma qui, après la tragédie de Sharon Tate, a disparu à jamais. Et on sent clairement comment Tarantino essaie d'annuler ces changements. Sharon Tate reste en vie, ce qui réécrit symboliquement l'histoire. Cliff Booth, dans ce contexte, est le symbole de cette époque révolue. Il ne change pas parce que le film lui-même parle de la résistance au changement, des personnes qui, envers et contre tout, restent fidèles à leurs principes et à leur code intérieur. Ce n'est pas un hasard si Cliff Booth empêche le meurtre de Sharon Tate. Mais je vous connais tous les trois. Oui, le ranch de Span. Il protège littéralement le vieux Hollywood de la tragédie qui, dans l'histoire réelle, est devenu un point de non-retour. En ce sens, Il était une fois à Hollywood n'est pas du tout un film sur le changement, mais un film sur la tentative de l'arrêter. C'est pourquoi Cliff lui-même reste tout aussi inchangé de la première à la dernière scène. Il est une encre, un rappel du passé que Tarantino rêve de préserver, ne serait-ce qu'à l'écran. Le film débute sur un écran noir et blanc, rappelant le style télévisuel de la fin des années 60, immergeant ainsi le spectateur dans l'ambiance de cette époque. Moi, Alain Kincaid, sur le plateau de tournage de la série National Broadcasting Company Screen Gems, La loi de la chasse. Et la première question que pose l'animateur à Rick Dalton. Alors, Rick, explique aux téléspectateurs en quoi consiste exactement le travail d'une doublure. Ce qui montre encore une fois que, en réalité, tout dans ce film tourne autour de Cliff. Mais ça, c'est juste en surface. Si on commence à creuser, on voit tout ce qui a été investi dans ce personnage. Il y a ici des personnes réelles qui ont servi de prototypes, des anecdotes des plateaux de tournage, et toute une culture hollywoodienne de cette époque. Comment le personnage de Cliff Booth et le film Il était une fois à Hollywood ont-ils été créés ? Lors d'une interview, Tarantino a relaté qu'il travaillait un jour avec un acteur qui avait son propre doublure cascadeur attitré. Malheureusement, il y avait peu de travail pour lui dans le film. Laisse-le au moins dans la loge, ok? Ça dérangera personne. Et si on a besoin de lui, il sera là. Mais finalement, il y a eu une scène, et l'acteur a demandé « Est-ce que mon gars peut le faire ?» Tu peux faire ce que tu veux avec lui. Si tu veux, jette-le du toit, mets-lui le feu, fonce-lui dedans. Bien sûr, a répondu Tarantino, qu'il vienne. Ok, viens, je vais t'installer dans la loge des costumes. Un homme arrive, visiblement en couple depuis longtemps, avec la personne qu'il rejoint. Le cascadeur fait sa cascade, Tarantino s'approche et demande « Tout va bien ?» « Oui, tout va bien », Tarantino précise. « Es-tu satisfait ?» Et le cascadeur répond « S'il est satisfait, alors je le suis aussi. » T'es un bon ami ? Je fais de mon mieux. Et là, quelque chose a fait tilt dans la tête du réalisateur, une dynamique intéressante. Si jamais je fais un film sur Hollywood, ce sera une approche intéressante. Je n'ai jamais vu ça auparavant. C'est ainsi qu'est né le personnage de Cliff Booth. Avec le temps, il a commencé à absorber des dizaines d'histoires et de traits de personnes réelles. En effet, en créant Cliff, Tarantino ne s'est pas inspiré d'une seule personne, mais de tout un pan de la vie en coulisses de l'Ouest du Hollywood de l'âge d'or. C'était des cascadeurs, des doublures, des hommes à tout faire, ceux qui, en réalité, portaient l'industrie sur leurs épaules. La relation entre Rick Dalton et Cliff Booth est clairement inspirée de l'amitié entre l'acteur Burt Reynolds et son doublure cascadeur Hal Needham. Dans les années 60 et 70, ils étaient inséparables. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Riverboat et ont vécu ensemble 5 ans. Et plus tard, Needham a réalisé plusieurs films à succès pour Reynolds. Comme Cliff, Hal Needham a servi dans l'armée avant de commencer sa carrière au cinéma et il est devenu l'un des cascadeurs les plus téméraires de son époque. Tarantino d'ailleurs connaissait personnellement Reynolds et prévoyait même de lui donner un rôle dans le film. Burr devait jouer le vieux Span, mais il est décédé avant le tournage. De plus, en 2012, Tarantino a remis à Hal Needham un Oscar d'honneur pour sa contribution au cinéma, ce qui montre que son admiration pour ces gars-là ne date pas d'hier. Beaucoup s'accordent à dire que Cliff Booth est un clin d'œil à Hal Needham, le cascadeur parfait et l'ami fidèle d'une grande star. Une autre référence directe est Bud Ekins, le légendaire cascadeur à moto.
C'est lui qui a doublé Steve McQueen dans La Grande Évasion de 1963 et qui a réalisé le fameux saut à moto par-dessus la clôture. McQueen réalisait souvent ses propres cascades, mais il a confié ce saut risqué à Akins. Si vous doutez que Tarantino se soit inspiré de ces deux hommes, je tiens à préciser que Quentin a publié un livre sur Rick Dalton qu'il a intitulé L'homme qui aurait pu devenir McQueen, la filmographie de Rick Dalton. Brad Pitt a également avoué qu'il avait essayé de donner à Cliff des traits de Steve McQueen et qu'il avait emprunté la démarche à Akins lui-même. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses scènes sont également inspirées d'événements réels impliquant des cascadeurs. Vous vous souvenez, par exemple, du trajet de Cliff jusqu'au ranch Span où vivait la communauté du tueur en série Charles Manson. George Span est-il toujours propriétaire du ranch? Oui, George en est le propriétaire. Donc George vous a autorisé à être ici. Il y a une histoire liée au cascadeur Gary Kent. Voici ce qu'il dit lui-même à propos de cet incident. Nous tournions un film en utilisant le buggy de Buck Cardoza, et le buggy est tombé en panne. J'ai demandé à une fille s'il y avait un mécanicien ici. Elle a répondu qu'ils en avaient un excellent. Je lui ai dit de l'appeler. Et voilà qu'arrive ce petit gars, d'environ 1,65 m, pieds nus, torse nu, en vieux jeans déchirés avec de longs cheveux sales. Il s'est présenté comme Charlie Manson. Je me suis dit, mon Dieu, malgré ses dires, il avait l'air affreux. Il aurait dû se laver, manger et dormir. Il demandait 70 $ d'avance pour acheter les pièces détachées nécessaires. Bag a donné ses 70 $. Le lendemain, nous revenons, le buggy n'est toujours pas réparé. J'ai dit, appelez Charlie Manson. Charlie est arrivé et je lui ai dit, Charlie Bag Cardoza est un gars coriace. Si le buggy n'est pas réparé tout de suite, il va te botter les fesses. Charlie s'est immédiatement glissé sous le buggy et a tout réparé. On apprend ensuite l'arrestation d'un certain Charlie Manson. Et on se demande, Charlie Manson, mais c'est ce gars du ranch de George Span. C'est comme ça que j'ai rencontré Charlie. Et ce n'est pas la seule histoire. La scène du combat entre Cliff Booth et Bruce Lee mérite une attention particulière. Vous vous souvenez sûrement de la scène avec Bruce Lee et Cliff Booth. Selon l'intrigue, Cliff se retrouve sur le plateau de tournage où Bruce Lee, entouré de l'équipe de tournage, parle de manière vantarde du boxeur Cassius Clay, alias Mohamed Ali, en affirmant qu'il pourrait facilement le blesser lors d'un combat. Et dans un combat contre Cassius Clay, lequel de vous deux gagnerait? Je l'aurais blessé gravement. Cliff ne fait que sourire. Tu es un petit homme avec une grande gueule et beaucoup d'arrogance, et tu réfléchirais à 2 fois avant de dire ça sur Cassius qui t'aurait réduit en bouillie. Et il décide d'organiser un combat amical. Que dirais-tu d'un combat amical? Excellente idée, Kato. Qui se termine par Cliff jetant Bruce directement sur une voiture. À première vue, c'est juste une scène comique où le héros de Brad Pitt remet à sa place une légende mondiale. Mais en réalité, c'est sans doute la scène la plus scandaleuse de toute la filmographie de Tarantino, derrière laquelle se cache bien plus qu'un simple combat. Oui, la scène s'est présentée comme une comédie. Elle est vraiment drôle. Mais elle n'a pas fait rire tout le monde, surtout pas les fans de Bruce Lee. La fille de l'acteur a qualifié la scène d'insultante et a accusé Tarantino de déformer l'image de son père. Lors d'une interview, le réalisateur a répondu à cela. Je peux comprendre sa fille et que ça ne lui ait pas plu. C'est son père, ça je peux le comprendre, mais tous les autres, allez vous faire voir. Il a également ajouté que Bruce Lee ne respectait pas les cascadeurs américains. Bruce maltraitait les cascadeurs en les frappant et en leur donnant constamment des coups de pied. Et il les frappait pour de vrai. Tagal, c'était le nom donné à cette pratique. Taguer, il les taguait constamment avec ses pieds ou ses poings, au point où les cascadeurs refusaient de travailler avec lui. Alors, qui a raison dans ce débat? Et pourquoi Quentin avait-il besoin de cette scène? Les revendications des fans du talent de Bruce Lee sont compréhensibles. Tous ceux qui connaissent un peu sa biographie savent que, même s'il n'était pas un combattant qui montait sur le ring, comme Joe Louis que le personnage mentionne... Joe Louis est un boxeur noir, pas ce clown blanc du kickboxing.
Mais il était reconnu par de véritables maîtres des arts martiaux. Il en a même entraîné certains. Bruce possédait une vitesse phénoménale, pratiquement hors du commun, ainsi qu'une réaction et une puissance de frappe incroyable, ce dont témoignait aussi Joe Louis, qui, soit dit en passant, est l'un des créateurs du kickboxing et un champion de full contact karaté. Et imaginer qu'un simple cascadeur aurait pu le mettre à terre aussi facilement dans la vie réelle, c'est tout simplement de la fiction. Mais la vraie question est de savoir si Bruce Lee était vraiment arrogant et s'il traitait mal les cascadeurs. D'un côté, beaucoup de ceux qui connaissaient les Bruce affirment qu'il traitait les cascadeurs avec respect, payait leurs frais médicaux si quelqu'un se blessait, leur achetait à manger et exigeait aussi une augmentation de salaire pour eux. C'est ce que témoigne également Jackie Chan, qui n'était autrefois qu'un simple cascadeur sur le plateau avec Bruce Lee. Bruce Lee et moi, quel souvenir. J'étais cascadeur, on me frappait tout le temps, ce n'était pas grave. Il s'est approché et m'a frappé au visage avec un bâton. Bam! Mais il n'a rien fait d'autre, il a juste frappé. Il a pris sa position, s'est retourné et est parti. Plus tard, il racontait que Bruce s'était excusé auprès de lui peu après. J'ai vu Bruce Lee se retourner. Mon Dieu, pardonne-moi. Il a couru vers moi. En fait, je ne me suis pas vexé, j'y suis habitué. Tarantino, de son côté, insistait sur le fait qu'il avait représenté Bruce Lee en s'appuyant soi-disant sur la biographie de Linda Lee, l'épouse de l'acteur. Et en réalité, beaucoup de choses dont parle Quentin sont confirmées dans le livre de Mathieu Poli, Bruce Lee, je n'abandonnerai jamais. Cette histoire est relatée dans le livre de Mathieu Poli et était déjà bien connue auparavant. En particulier, ce livre décrit les événements liés au tournage de la série Le Frelon Vert, dans laquelle Bruce Lee jouait. On y trouve ces phrases. Bruce insistait sur le combat rapproché. Les cascadeurs le détestaient. Il n'était pas assez rapide pour réagir face à lui. Et en conséquence, de temps en temps, il prenait en chair. Ils en étaient arrivés au point de ne plus vouloir travailler dans ce show, lassés de se blesser constamment. Ce n'est pas professionnel, mais ce genre de choses arrivait sur les tournages, avec des acteurs considérés comme des connards. Et il y avait aussi des acteurs qui avaient une réputation similaire à celle de Bruce Lee. Ou voici un autre extrait. Bruce voulait rendre les combats dans le film aussi proches que possible d'un vrai combat, en éliminant toute forme de faux. Il ne voulait pas utiliser des prises de vue en angle ou la profondeur de champ pour créer l'illusion d'un coup. Il voulait vraiment frapper ses collègues acteurs. En conséquence, Bruce préférait engager de véritables maîtres d'arts martiaux dans ses films, plutôt que de simples acteurs. Je veux que les combats aient l'air réels. Je vois, donc il les frappait pour que tout ait l'air réel. Oui, mais il n'aimait pas ça. Ce n'est pas professionnel. Bruce Lee m'a frappé 6 fois et je suis tombé. Oui, il aurait dit qu'ils ne sont tout simplement pas assez bons, des faibles. Je veux que les combats aient l'air réels. Pendant la répétition, il m'a frappé, j'ai réagi et suis tombé. Mais lors du tournage, tout était authentique. Les propos de Tarantino contiennent donc au moins une part de vérité. En réalité, la chorégraphie des combats dans le cinéma asiatique et à Hollywood différait grandement. Le cinéma asiatique mettait en scène des combattants très brutaux, sans trop se préoccuper de la sécurité. À Hollywood, en revanche, on appréciait la chorégraphie précise et les limites bien définies. Et pour les cascadeurs locaux, Lee semblait souvent être un partenaire trop brusque, voire dangereux. C'est pourquoi beaucoup de gens à Hollywood n'aimaient donc pas vraiment Bruce. Mais je pense qu'il y avait aussi des raisons à cela. Par exemple, dans le même livre de Matthew Poli, il y a un passage où, pour montrer de quoi il était capable, Bruce aimait donner un coup de pied à l'oreille de personnes sans méfiance en sautant. Cela a continué jusqu'à ce que Bruce blesse accidentellement l'un des décorateurs. Il a tourné la tête juste au moment où Bruce l'a frappé à l'oreille, se souvient Van William, l'acteur qui jouait le Frelon Vert, et il lui a déboîté la mâchoire. Après cela, les coups de pied sur le plateau ont cessé. L'histoire du mécontentement des cascadeurs envers Bruce Lee sur le tournage du Frelon Vert a eu une suite intéressante. Sur le plateau se trouvait Gene Labelle, le coordinateur des cascades. C'était un cascadeur, maître d'arts martiaux et catcheur. Plus tard, on l'a même surnommé le parrain du grappling, un style de combat rapproché axé sur les prises et la lutte. Un jour, l'équipe de tournage, fatiguée de l'habitude de Bruce de frapper ses collègues pour de vrai, a demandé à Labelle de calmer un peu l'ardeur de la star. Gene Labelle s'est battu avec Bruce Lee pour lui donner une leçon de respect envers les cascadeurs américains, car ce dernier ne les respectait pas. Gene a attrapé Lee, l'a soulevé sur son épaule avec une prise classique Nelson et, en le tenant la tête en bas, l'a tranquillement transporté à travers le plateau. Bruce criait « Lâche-moi, je vais te tuer ». « Je ne te lâcherai pas », répondit Labelle. « Pourquoi ? Parce que tu vas me tuer. »
Dans Il était une fois à Hollywood, le combat avec Bruce Lee se déroule sur le tournage de Le Frelon Vert. Les cascades sont supervisées par le meilleur ami, le responsable des cascades dans Le Frelon Vert. Bruce Lee incarne Kato dans cette série. Pas mal, Kato. Et la scène de combat dans le film est un écho direct de cette histoire réelle avec Gene Labelle. D'ailleurs, Gene Labelle lui-même est une autre personne réelle dont les traits et les anecdotes ont servi de base au personnage de Cliff Booth. Surtout si l'on considère le fait que Gene Labelle a également été accusé de meurtre, certes pas de sa femme, et a été acquitté. Ce type a tué sa femme. Oh, allez, arrête. Mec, tu crois vraiment à toutes ces conneries? Si on revient à la question de savoir si Tarantino a eu raison de montrer Bruce Lee comme ça, je rappelle, ce n'est pas un documentaire. C'est une œuvre de fiction dont le titre commence par « Il était une fois », c'est-à-dire le début classique des contes anglais. Pourquoi dans un tel conte, Cliff Booth n'existerait-il pas, capable de botter facilement les fesses d'une star prétentieuse? Comme le disait Tarantino, Cliff Booth est un personnage inventé. Et si je vous dis qu'il a battu Bruce Lee, alors c'est comme ça. Si Cliff s'était battu contre Bruce Lee lors d'un tournoi organisé par Aaron Banks au Madison Square Garden, Cliff n'aurait eu aucune chance. Mais comme c'est un vrai tueur, puisqu'il a dû tuer des gens dans la jungle, il aurait pu tuer Bruce Lee. Il l'aurait tué. Bruce Lee n'est pas un tueur. Mais pour moi, il est bien plus important de comprendre pourquoi Tarantino voulait que tout se passe exactement ainsi. Et on peut trouver la réponse si l'on se souvient d'une autre interview de Tarantino à propos de son autre film, Inglourious Basterds. L'intrigue de ce film rappelle celle de Il était une fois à Hollywood, surtout en ce qui concerne la fin. Je m'appelle le lieutenant Alderine. Je rassemble une unité spéciale et il me faut 8 soldats. À la fin du film, l'escouade des bâtards sans gloire, dirigée par Alderaan, interprétée encore une fois par Brad Pitt, parvient finalement à atteindre Hitler et la haute direction du Reich et se venge cruellement d'eux. Et ce qui s'est passé change en fait le cours de l'histoire. Dans Il était une fois à Hollywood, Cliff Booth confronte les assassins de Sharon Tate et modifie à nouveau l'histoire. Natrant lors d'une interview sur Inglourious Basterds, une journaliste a demandé à Tarantino s'il savait que beaucoup le considèrent comme un cynique pour avoir réécrit les horreurs de la guerre et moqué ce qui est sacré. Tarantino a répondu qu'effectivement, on ne peut pas le faire. Qui pourrait dire le contraire? Mais si ce n'était pas moi, qui aurait vengé les juifs contre les fascistes? Et en réalité, dans Il était une fois à Hollywood, cette scène a exactement le même sens. Qui d'autre aurait vengé tous les cascadeurs battus, humiliés et sous-estimés, si ce n'est Cliff Booth? Ainsi, Cliff Booth est en quelque sorte l'incarnation collective de tous les doublures intrépides qui sont toujours restés dans l'ombre des stars charismatiques. Parfois, c'est justement la doublure qui réalise des prouesses, comme par exemple dans la réalité Bat Atkins, qui a réalisé la célèbre cascade à la place de Steve McQueen. Mais la plupart des spectateurs ne le sauront jamais. Cliff Booth est l'image du vieux Hollywood qui disparaît. Il réhabilite littéralement le rôle du cascadeur. Dans la finale, c'est justement Cliff, et non l'acteur Rick Dalton, qui devient celui qui sauve tout le monde. Avec son fidèle chien, Cliff neutralise les assassins de Sharon Tate, pendant que Rick nage dans la piscine, pour finalement sortir de façon spectaculaire avec un lance-flamme et recevoir toute la gloire du vainqueur. Cliff Booth est le véritable héros de cette histoire, et j'espère avoir réussi à vous le prouver. Mais ne vous précipitez pas pour fermer cette vidéo, car il semble bien que Tarantino nous ait encore une fois trompés. 2 ans après la sortie du film, Quentin a publié le livre « Il était une fois à Hollywood », où il a révélé plus en détail le passé de Cliff Booth. Et si l'on assemble ce puzzle, le livre et le film, on comprend soudain que Tarantino ne s'est pas contenté de nous montrer un héros hors champ, mais qu'il a habilement déconstruit cette image. Tout cela nous amène au niveau des sous-entendus d'auteur et de la philosophie, qui honnêtement m'intéressent bien plus que les prototypes réels de Cliff Booth. Donc si vous ne voulez pas manquer la suite de cette vidéo, qui sera peut-être bien plus intéressante que celle-ci, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et s'il est déjà sorti, vous savez où chercher les liens.